Quelle image étonnante! Un convoi de navires marchands traversant le désert du Sinaï. Depuis près de 150 ans, le canal de Suez relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Il parcourt 163 km depuis l'isthme de Suez au nord-est de l'Égypte. Au départ, il a été creusé dans le désert par les mains de l'homme. Aujourd'hui, le canal est assez large pour recevoir des vaisseaux de 500 mètres de long, 70 mètres de large et 70 mètres de fond. Il n'y a pas d'écluse, parce que les deux mers sont au même niveau. Des bateaux de toutes sortes, de toutes tailles et naviguant sous tous les drapeaux traversent chaque année le canal, du supertanker ou du porte-avions jusqu'aux petits bateaux de plaisance. Depuis son achèvement en 1869, le canal de Suez est une voie indispensable au commerce mondial. Il permet de relier plus vite l'Europe à l'Asie et évite de faire le tour de l'Afrique. Depuis le jour où il s'est ouvert, le monde est devenu plus petit. Depuis des siècles, l'Égypte a été la gardienne entre deux mondes, l'Est et l'Ouest. L'Égypte a toujours été un centre pour le commerce venu d'Extrême-Orient, qui arrivait d'abord en Égypte et se divisait ensuite en 5 routes de commerce. Vers le Soudan au sud, l'Afrique du Nord à l'ouest, l'Europe au nord et l'Empire ottoman. C'est un centre de distribution en quelque sorte. La façon la plus directe pour aller d'Europe au Proche-Orient et en Extrême-Orient, c'est le bateau. D'abord, il faut traverser la Méditerranée. Puis il fallait autrefois voyager par voie terrestre, par l'isthme de Suez au nord de l'Égypte. Le passage à travers le désert était long et difficile. Quand une caravane arrivait à la mer Rouge, les biens et les passagers étaient transbordés sur des bateaux pour le reste du voyage. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherchait à traverser l'Égypte par voie d'eau. Nous savons qu'il existait une sorte de canal de ce qui est aujourd'hui la zone du canal de Suez vers le 19e siècle avant Jésus-Christ, au temps de l'Égypte antique. Autrefois, la mer Rouge s'étendait au nord jusqu'au lac Zamer et au lac Timsa. Le pharaon Sésostris Ier ordonna de construire un canal pour relier ces lacs avec le Nil. Sésostris et ses successeurs réussirent à créer une voie d'eau entre la mer Rouge et la Méditerranée assez large pour laisser passer les bateaux de cette époque. L'Égypte possédait des territoires jusqu'au sud de l'Afrique. Ce canal était là principalement pour les besoins du commerce intérieur, par opposition au commerce international. Le canal des pharaons devient une route très fréquentée qui dure 1200 ans jusqu'en 664 avant Jésus-Christ. Ensuite, les vents du désert amassent le sable entre les lacs Zamer et la mer Rouge et coupent cette voie. En 609 avant Jésus-Christ, le pharaon Néchao essaye de creuser un nouveau canal. Mais plus de 100 000 ouvriers meurent dans cette opération, de famine et à cause de la chaleur torride du désert. Un siècle plus tard, Darius, le roi de Perse, s'attelle à dégager la partie basse du canal. Le travail est achevé 2 siècles plus tard, quand Ptolémée II réalise un canal qui court de la Méditerranée à la mer Rouge. L'extension de la mer Rouge jusqu'au site de ce qui est aujourd'hui Port Saïd, c'est le canal ptolémaïque. Ce canal lui-même correspond, si vous voulez, au canal de Suez actuel. Au cours de l'occupation romaine en Égypte, de 30 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, le canal des pharaons est entretenu et amélioré. Durant cette période, le commerce est florissant dans la région. Les Grecs, les Égyptiens et d'autres marchands traversent tous les jours le désert en bateau par le canal et en caravane par voie de terre. Ils transportent les richesses de l'Orient qu'ils échangent contre l'or romain. Au 7e siècle, à l'époque de la domination musulmane sur l'Égypte, il est reconstruit sur ordre du calife Omar. Il reste en usage pendant encore un siècle, mais le désert le reconquiert. Cette fois, il va rester enfoui pendant 1000 ans.
Les échanges ne se font désormais que par voie terrestre, en caravane. Mais il y a des obstacles. Les pillards du désert prélèvent leurs dîmes. Et quand on arrive à leur échapper, les pirates de la mer Rouge restent une menace permanente. Puis, en 1498, l'explorateur portugais Vasco de Gama atteint par bateau le continent indien. Il est le premier à passer le cap de Bonne-Espérance. Le voyage a été plus long que par la terre, mais il est beaucoup plus sûr. Même après cette découverte, une grande partie des échanges commerciaux continuent par la terre. Il y a toujours eu ce rêve de pouvoir relier la mer Rouge à la Méditerranée et de réduire ainsi la longueur du voyage. À la fin du XVe siècle, la voie égyptienne n'est plus. Le commerce avec l'Orient est dominé au cours des 4 siècles suivants par les vaisseaux marchands britanniques, hollandais et portugais, qui font le tour de la pointe sud de l'Afrique, un voyage de 4 mois. En 1850, l'Europe est en pleine révolution industrielle et vit de grands changements socio-économiques. La vieille aristocratie perd son influence et la fortune passe aux mains de la classe moyenne. Le commerce avec l'Extrême-Orient n'est plus un luxe. Il est maintenant un élément essentiel de la croissance économique européenne. Les usines d'Angleterre et du continent ont besoin de copra, de jute, de minerais et de coton. En 1845, la première ligne de chemin de fer est construite en Égypte. Elle relie le port d'Alexandrie en Méditerranée avec celui de Suez sur la mer Rouge. C'est une bénédiction pour les voyageurs, mais cela n'empêche qu'il est nécessaire de pouvoir faire transiter les gros cargos. Il y a une limite à ce que peut transporter une ligne de chemin de fer, que ce soit en termes de passagers ou de fret, alors que par un canal, vous pouvez faire passer un nombre très élevé de bateaux. C'est l'époque de la révolution maritime. Les vapeurs à hélice remplacent les vieux voiliers en bois. Maintenant, il y a des bateaux capables de transporter d'importants chargements venus d'Extrême-Orient. Mais le voyage autour du Cap était encore beaucoup trop long. Le monde entier tourne les yeux vers l'isthme de Suez. En 1789, Napoléon et ses troupes envahissent et occupent l'Égypte. L'ingénieur en chef de l'expédition, un certain Lepère, étudie la faisabilité du canal. Il conclut qu'il y a 10 mètres de différence de niveau entre la Méditerranée et la mer Rouge, et qu'il est donc impossible de construire un canal entre les deux. Cette crainte a été levée par des observations complémentaires qui ont été faites à la fin des années 1840. Elles ont prouvé que les deux mers étaient au même niveau. Mais il a fallu attendre l'ouverture du canal en 1869, presque 20 ans plus tard, pour que ce soit clair pour tout le monde. 1000 ans ont passé. Depuis, les sables du désert ont recouvert le canal des pharaons et de nombreux conquérants ont gouverné l'Égypte. Au milieu du 19e siècle, le monde est impatient de reconstruire un canal qui ferait renaître les routes anciennes du commerce. Mais cela n'intéresse pas les Turcs ottomans, qui dirigent l'Égypte, jusqu'à ce qu'arrive au pouvoir Mohamed Ali, l'ancien général turc, maintenant vice-roi d'Égypte. Il faut le convaincre qu'il est de son plus grand intérêt qu'un canal passe par Suez. C'est un jeune Français, Ferdinand de Lesseps, qui s'en charge à partir de 1854. Mohamed Ali est pressé par ses conseillers européens d'autoriser le percement d'un canal dans l'isthme de Suez. Mais le dirigeant égyptien fait la sourde oreille. Ferdinand de Lesseps, le jeune diplomate et architecte français, connaît bien Mohamed Ali et sa famille. Il a lu le récit de l'expédition de Napoléon en Égypte en 1798 et croit fermement que le canal peut et doit être construit. Il sait aussi que s'il veut rester dans les bonnes grâces du vice-roi, il vaut mieux qu'il n'aborde pas le sujet. Au lieu de cela, le jeune consul entretient une relation avec le prince Mohamed Saïd, le fils du vice-roi. Le prince a un problème de poids.
qui déplaît à son père. Le fils, Mohamed Saïd, avait tendance à l'obésité. Alors, son père, qui était d'une sévérité, a dû le mettre à la diète chez lui. Alors, il venait se réfugier chez mon grand-père pour avoir des repas convenables. En plus... La rumeur dit qu'il n'y avait que chez de Lesseps que le pauvre gros Saïd obtenait une assiette de spaghettis. Que ce soit vrai ou faux, c'est une jolie histoire. Une amitié se noue entre eux et quand Saïd arrive au pouvoir, de Lesseps revient très vite de France et lui dit « Je veux que votre nom soit célèbre dans le monde entier ». Et c'est ce qu'il a fait. C'est au cours d'une réunion avec son vieil ami Saïd en 1854 que de Lesseps commence à plaider en faveur de la construction d'un canal à Suez. Mohamed Saïd a besoin d'être convaincu. Le 30 novembre 1854, de Lesseps présente le premier contrat de concession qui lui donne la permission de créer le canal de Suez. Le premier directeur doit en être Ferdinand de Lesseps, que Saïd considère comme son ami dévoué, de haut rang et de grande naissance. Il est important de se souvenir que de Lesseps était aussi un entrepreneur et non un simple ingénieur. C'était quelqu'un qui imaginait des projets et arrivait à les réaliser. La concession est valable 99 ans à partir de la date d'ouverture et le terrain nécessaire est cédé à la Société du Canal par le vice-roi lui-même. Le canal doit être ouvert aux bateaux de toutes les nations. 15% des profits allant au gouvernement égyptien, 75% à la Société du Canal constituée d'investisseurs privés et 10% aux investisseurs qui avaient prêté le capital de départ à de Lesseps. Mon arrière-grand-père était ambitieux dans le bon sens du terme. Il était prêt à mettre toute son énergie dans un projet qui représentait un progrès. Il était très proche de l'Égypte et il a vu qu'il fallait saisir le moment. Il s'est complètement engagé dans ce projet. Il n'a pas essayé de se construire une fortune personnelle. Lesseps tenait beaucoup à ce que le canal soit ouvert à toutes les nations sans discrimination et c'est un article spécifique de la concession. De Lesseps fait tout ce qu'il peut pour que la Compagnie du Canal de Suez soit une véritable organisation internationale. Le premier conseil d'administration comprend des représentants de 14 pays. Tout semble en place pour que la construction démarre, quand le gouvernement britannique s'oppose au projet. Quand les Britanniques ont appris que le canal allait être creusé, ils se sont montrés très embarrassés que ce soit un Français qui contrôle les opérations et qui soit chargé de l'entreprise. Ils avaient peur, étant donné la rivalité qui existait entre les deux pays, que les Français ne profitent de cet avantage contre eux, en particulier pour ce qui concernait la route des Indes. La Grande-Bretagne semble ne pas voir très loin. Elle possède la flotte la plus nombreuse et la plus puissante au monde. Elle tirerait donc le plus grand profit de l'ouverture du canal. Le canal avait un seul défaut, il était parfait, merveilleux pour l'Angleterre, mais il n'était pas anglais. Et c'est la seule raison. La Grande-Bretagne use de son influence dans les milieux financiers européens pour empêcher de Lesseps d'obtenir un prêt de 40 millions de dollars, le coût prévisionnel du canal. Désespéré, celui-ci ouvre un bureau à Paris et vend des actions de la Compagnie du Canal de Suez à tous ceux qui désirent en acheter. Son projet est de vendre 400 000 actions à 500 francs de l'époque, c'est-à-dire environ 600 €. Pour que la compagnie demeure internationale, il limite le nombre de parts vendues en France à 220 000. Elles se vendent très bien. Les acquéreurs se pressent par milliers. Issus en grande partie de la classe moyenne, ils achètent 9 actions en moyenne.
Certains financiers, en s'en moquant, disaient « c'est une compagnie de garçons de café ». Et c'est vrai qu'à l'origine, le capital a été souscrit par des gens modestes, et puis peu à peu, le Suez, au contraire, est devenu la valeur des grands bourgeois. En quelques semaines, De Lesseps vend 207 000 actions. Mais il lui en reste près de 200 000. Alors il se tourne vers son vieil ami, Mohamed Saïd. Le dirigeant égyptien accepte de racheter 92 000 actions. Mais comme il n'arrive pas à vendre le reste, De Lesseps prend sur lui d'annoncer que Saïd s'en porte également acquéreur. De Lesseps était un entrepreneur extrêmement intelligent. Il était aussi un peu filou, surtout quand il a déclaré que le dirigeant de l'Égypte avait acheté toutes les actions qui restaient, ce qui était faux, parce que Saïd n'avait pas les moyens de le faire. À vrai dire, il a d'abord dit que Saïd allait acheter toutes ses actions, mais celui-ci lui a dit « Arrêtez, je n'ai jamais dit cela. Voulez-vous que j'apparaisse comme un menteur aux yeux du monde ?» Et comme il était naïf, il a dû emprunter 10 millions de livres pour payer ses actions. Saïd possède presque la moitié des parts du canal. Mais pour les payer, il doit emprunter l'argent à ces mêmes banquiers européens qui ont refusé de financer l'entreprise. Mais cette fois, ils sont ravis de lui prêter à un taux usuraire. Tout le monde voulait participer à cette opération parce qu'on pouvait emprunter de l'argent en Europe à 3 ou 4% et ensuite l'investir en Égypte en recevant de 12 à 30%. L'argent est là, le projet peut démarrer. Mais la situation financière de l'Égypte est à l'austérité. Saïd s'est engagé imprudemment ou a été forcé de s'engager sur des fonds qu'il n'a pas. La construction du canal de Suez commence en même temps que la désintégration financière de l'Égypte. La construction du canal commence au matin du 25 avril 1859. Les ingénieurs ont tracé une voie qui va de la Méditerranée à la mer Rouge, en englobant le lac Timsa et les lacs amers. Ce qui diminue presque de moitié la distance à creuser et la réduit à 60 km. La zone était entièrement un désert. Il n'y avait rien, sauf un petit port à Suez sur la mer Rouge. Les défis technologiques étaient donc d'abord d'amener donc du personnel pour faire le travail, ensuite de le nourrir, de le loger. Puisqu'il s'agissait pour 90% de creuser dans le sable. Il n'y avait que très peu de zones rocheuses. Il a fallu donc construire le port de Port Saïd, creuser le canal. Il n'y avait à l'époque pas de matériel pour déplacer de grandes quantités de sable, comme on pourrait imaginer aujourd'hui. Mohamed Saïd fournit la force de travail de 60 000 paysans égyptiens, selon les termes de son second accord avec De Lesseps. 20 000 hommes en même temps, par période de 6 mois. Ce travail forcé est appelé la corvée. En général, la corvée est pratiquée dans votre propre région. Mais là, les ouvriers étaient déplacés vers le canal de Suez et obligés de se débrouiller seuls. Leur famille ne pouvait plus les soutenir, ou alors elle les suivait. C'est ainsi que toute une population a été déracinée. Les Égyptiens étaient-ils payés pour ce travail? Leur fournissait-on des outils pour creuser? C'est encore aujourd'hui un sujet de controverse. 25 000 Égyptiens au moins sont morts dans la construction du canal. De Lesseps ne leur a jamais procuré de logement, de nourriture ni même d'outils. Ils devaient creuser avec ce qu'ils pouvaient. On a des photos où on les voit creuser à main nue. C'est assez épouvantable. Ils étaient payés correctement, mais ils ne pouvaient pas refuser de travailler. C'était comme le service militaire, c'était une obligation.
Cela montre très bien les conditions d'oppression terribles dans lesquelles les travailleurs, pour la plupart égyptiens, étaient obligés de travailler 18 heures par jour. Beaucoup d'entre eux sont restés là 4, 5 ou 6 ans avant de retourner dans leur village. Mohamed Saïd, en plus de donner le travail et la terre pour laquelle le canal devait passer, avait promis de fournir de l'eau douce aux ouvriers. Pour cela, il rassemble d'autres ouvriers pour creuser un canal d'eau douce venant du Nil, à 75 km de là. Il faut 5 ans pour construire ce canal, et pendant ce temps, l'eau est apportée aux travailleurs à dos de chameau. Le projet du Grand Canal consistait à creuser une voie étroite de la Méditerranée jusqu'au golfe de Suez. Celui-ci, qui n'est jamais plus large que 60 mètres et profond d'1 mètre, doit ensuite être élargi et dragué pour former le canal de Suez. Les ouvriers sont séparés en 2 équipes, l'une allant vers Port Saïd au sud et l'autre vers Suez au nord. Les Égyptiens creusent dans le désert, en suivant le tracé des pharaons, celui de leurs ancêtres, avec les mêmes outils, les mêmes pelles, les mêmes sandales et leurs mains nues. De Lesseps sait que tôt ou tard, il aura besoin de vraies machines pour élargir la petite voie qui doit devenir le canal. Il ne sait toujours pas où il va trouver ce matériel, ni comment le payer. Mais il active les choses en se disant que plus le projet sera avancé, mieux il pourra attirer de nouveaux financements. L'avenir saurait y pourvoir. Tout en continuant à creuser, on construit un port à Port Saïd. 2 digues en pierre sont édifiées, qui s'étendent dans la Méditerranée. 30 000 énormes pierres, pesant chacune plus de 20 tonnes, sont apportées dans la mer. En 1863, 9 ans après avoir accordé la concession du canal de Suez à son ami Ferdinand de Lesseps, Mohamed Saïd meurt. C'est son neveu Ismaël qui lui succède en tant que vice-roi. Il doit bientôt faire face à une nouvelle crise. L'esclavage est sous les feux de l'actualité. Les États-Unis sont en pleine guerre civile et l'opinion mondiale penche pour le Nord abolitionniste. La Grande-Bretagne saisit l'occasion et accuse l'Égypte d'utiliser le travail des esclaves pour construire le canal. Les Anglais, pour déstabiliser la compagnie du canal de Suez, ont mené une campagne internationale contre la corvée. Donc, elle a finalement été abolie partout en Égypte, y compris sur les chantiers de construction du canal. Au printemps 1864, Ismaël renvoie à regret sa force de travail à la maison, car ceci ne fait qu'aggraver ses ennuis. Le contrat entre l'Égypte et de Lesseps, ainsi que la compagnie du canal, exige d'Ismaël qu'il fournisse la main-d'œuvre. S'il ne peut plus recourir à la corvée, il doit fournir les fonds pour engager des ouvriers ou pour acheter des machines. Mais il ne les a pas. Comme son oncle avant lui, il est obligé d'emprunter aux banquiers européens à un très fort taux d'intérêt. De Lesseps utilise cet argent pour acheter en France un nouveau matériel de dragage. Il n'en existait pas dans la mesure où ce genre de problème ne s'était encore jamais posé. Les engins à vapeur sont installés sur des barges. À partir de tours en bois, une chaîne sans fin de seaux écope la boue du fond du canal. De longues glissières déposent la boue sur les rives du canal ou sur des barges qui l'emportent vers la mer. Les dragues suivent la voie étroite et l'élargissent. Il était plus rapide et meilleur marché de draguer que de creuser à sec. Le terrain était inondé artificiellement et dragué régulièrement. Ces dragues sont capables de ramener 2 millions de mètres cubes par mois. Le canal avance à une rapidité folle. La crainte que le canal, une fois creusé, ne soit immédiatement envahi par le sable s'avère sans fondement. La boue durcit au soleil et se transforme en excellent ciment pour les rives. La coupe, une coupe du canal. Vous avez des berges, ensuite des endroits qui sont plats comme ça,
Ensuite, on descend jusqu'à la profondeur et en bas, c'est plat. En 1869, après 10 ans de travail, le canal est assez large pour accueillir les bateaux de haute mer. Le jour de son ouverture, le canal de Suez est profond de 8 mètres avec une largeur minimum au fond de 22 mètres et à la surface de 500 mètres. Au cours de la dernière année de construction, de nouveaux ports et de nouvelles villes sont construits à Port Saïd et Ismaïlia, et l'eau douce étend la longueur de la voie d'eau. Le 15 août 1869, la mer Rouge entre dans le canal de Suez, se déverse dans les lacs amers et se mêle aux eaux de la Méditerranée. L'ouverture du canal de Suez en 1869 est un grand événement. Des invités arrivent du monde entier pour assister à la cérémonie. La cérémonie dure plusieurs jours. Ismaël règle ses festivités fastueuses avec des fonds qu'il a empruntés. Il a dépensé 15 millions de livres. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Pour la construction de l'Opéra du Caire, Verdi a écrit Aïda qu'il n'était pas prêt pour l'ouverture du canal, mais un peu plus tard. Le 17 novembre 1869, un yacht royal amenant de France l'impératrice Eugénie, Ferdinand de Lesseps et d'autres dignitaires s'avancent dans le canal de Suez. Le monde a désormais sa voie d'eau, mais pour l'Égypte, le prix va être beaucoup plus élevé qu'elle ne peut l'imaginer. L'ouverture du canal de Suez en 1869 survient en même temps que l'augmentation de production qui accompagne la révolution industrielle. Il y a tout à coup une masse de produits à vendre beaucoup plus importante que l'histoire n'en a jamais connue. Les cargaisons qui autrefois prenaient des mois pour passer de l'Est à l'Ouest par le cap de Bonne-Espérance atteignent maintenant leur destination en quelques semaines. Les coûts de transport diminuent, les prix baissent. Une nouvelle classe moyenne apparaît qui peut maintenant se permettre ce qui était avant hors de sa portée. Cela a énormément facilité le commerce et les affaires. Cela a permis à de nombreux investisseurs européens de gagner beaucoup d'argent. Cela a encore permis de naviguer jusqu'en Inde, si bien que les Anglais pouvaient envoyer leurs armées en Inde beaucoup plus facilement qu'avant, et les Français en Indochine. Le nom de Ferdinand de Lesseps devient connu dans le monde entier. Son canal est salué comme un triomphe technologique, et comme il l'avait prédit, toutes les nations en bénéficient, à part l'Égypte. Que le canal de Suez ait beaucoup apporté à l'Égypte elle-même, car les bateaux passaient, prenaient du charbon à Port Saïd, prenaient du charbon à Suez, mais apportaient peu de choses à l'Égypte. Vers 1875, l'Égypte doit faire face à la banqueroute. Aucun financier européen ne veut plus lui prêter d'argent. Sa principale source de revenus, le coton, a été gagé 10 ans plus tôt pour payer les dragues du canal. Maintenant, la seule source de revenus du pays repose dans ses actions dans le canal de Suez. Bien que 5000 bateaux y passent tous les ans, sa part des taxes de passage n'est pas tout à fait suffisante pour régler ses créditeurs. Totalement désespéré, Ismaël cherche à vendre ses actions de la Compagnie du canal de Suez. Un acheteur se présente rapidement, animé d'une vieille vengeance, le gouvernement britannique. Quand Benjamin Disraeli, le Premier ministre anglais, apprend que les actions de l'Égypte sont à vendre, il agit très vite. En un week-end, sans demander l'autorisation du Parlement, Disraeli offre 20 millions de dollars à l'Égypte. Ismaël accepte. Disraeli envoie immédiatement un message à la reine en disant simplement « Vous l'avez, madame ». L'Angleterre, la nation qui a tout fait pour empêcher la construction du canal de Suez, en possède à présent la moitié. L'Égypte, dont la population a travaillé dur pendant toutes ces années pour creuser le canal et que son engagement dans le projet a plongé dans la faillite, n'a plus aucune part dans l'affaire. Cette transaction marque aussi le début de la fin pour Ismaël.
En 15 ans, les actions achetées par Disraeli vont valoir 7 fois plus. La Grande-Bretagne, grâce à ces actions, va pouvoir s'immiscer dans les affaires internes de l'Égypte. Quelques années plus tard, elle va traverser le pays comme un ouragan. En 1882, les nationalistes égyptiens se révoltent contre le Khedive Tafik, le successeur d'Ismaël. Les chefs rebelles veulent s'affranchir des gouvernements étrangers qui contrôlent l'Égypte depuis des siècles. Cherchant à protéger leurs investissements, les Britanniques envahissent l'Égypte. La rébellion est bientôt écrasée, mais les Anglais restent. Les Britanniques ont colonisé l'Égypte à cause du canal. Ils ont utilisé l'excuse qu'il fallait combattre le mouvement nationaliste égyptien. La vraie raison, c'est qu'ils avaient peur que le canal soit bloqué. Les Britanniques vont occuper l'Égypte pendant 75 ans. Le canal de Suez va devenir un atout stratégique pour la Grande-Bretagne au cours des 2 guerres mondiales. Les Anglais ont une flotte superbe, mais ils n'ont pas d'effectifs. C'est pour ça qu'ils ont besoin de leurs colonies au cours de ces guerres. Et ces recrues venues d'Australie et de Nouvelle-Zélande passent par le canal de Suez. Il y a aussi des Indiens, des Birmans dans leur armée. Ce serait impossible sans le canal. En théorie, le canal est une voie d'eau internationale ouverte à tous. Mais pendant les 2 guerres, il a été fermé au camp adverse. Sans lui, rien n'aurait pu atteindre l'Angleterre. Il aurait été impossible aux Britanniques de se battre. La première moitié du XXe siècle voit doubler la population de l'Égypte. Avec le peu de ressources naturelles dont dispose le pays, le niveau de vie baisse. Et parmi tout ça, le canal prospère. En 1936, la Grande-Bretagne met fin officiellement à son contrôle sur le gouvernement égyptien, mais maintient une forte présence derrière un dirigeant fantoche, le roi Farouk. Puis, en 1952, le roi Farouk est à son tour déchu à la faveur d'un coup d'État mené par un groupe d'officiers. Leur chef, Gamal Abdel Nasser, prend la tête du nouveau gouvernement et devient le premier véritable Égyptien à gouverner son pays depuis le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. En quelques années, son destin et celui du canal de Suez vont être liés inextricablement. Nasser est maintenant à la tête d'une nation appauvrie à qui manque la terre cultivable nécessaire pour nourrir une population croissante. Il pense avec d'autres que la solution se trouve dans la construction d'un barrage sur le Nil à Assouan, au sud de l'Égypte. Il permettrait d'accroître la production agricole dans la vallée du Nil. Non seulement la production alimentaire triplerait, mais le projet hydroélectrique lié au barrage apporterait l'électricité à des millions de villageois égyptiens et les propulserait au XXe siècle. Sans le barrage, les perspectives de l'Égypte sont bien sombres. Le spectre d'une famine générale paraît tout proche. Mais le coût du barrage d'Assouan est estimé à 1 milliard de dollars. Comme ses prédécesseurs des siècles passés, Nasser se tourne vers les nations développées pour obtenir un prêt. Mais la guerre froide bat son plein et les Occidentaux, en particulier les États-Unis, pensent que Nasser a des sympathies pour le bloc soviétique. Nasser n'était pas un communiste, il les détestait. Il était bien décidé à ne pas laisser les communistes user de leur influence en Égypte. Le 19 juillet 1956, le président égyptien demande un prêt qui est rejeté. Furieux et humilié, Nasser joue ce qu'il croit être sa dernière carte. Une semaine après la décision de la Banque mondiale, les troupes égyptiennes s'emparent de la seule source importante de revenus de l'Égypte. Le 26 juillet, Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez en avançant un argument qui soulève l'enthousiasme des Égyptiens. Ceci va lui permettre de dégager les fonds nécessaires à la construction du barrage d'Assouan. Les propriétaires du canal, la France et la Grande-Bretagne sont fous de rage. De concert avec les forces israéliennes, les 2 pays envahissent l'Égypte et occupent le territoire du canal. Il semble que l'Égypte va retomber sous le contrôle de pays étrangers. Mais bientôt, 2 superpuissances vont venir à son aide. Les Américains et les Soviétiques ne sont pas d'accord pour que les Britanniques et les Français occupent la région du canal de Suez sans les consulter.
Bien sûr, il faut se souvenir qu'il y avait un empire britannique et un empire français. La plupart des pays agissent avec une mentalité de régime impérialiste. Le triomphe de l'Égypte en nationalisant le canal de Suez marque la fin du règne de l'Empire britannique sur le monde. Pressés par les États-Unis et l'Union soviétique, les Nations unies ordonnent à la Grande-Bretagne et à la France de quitter la zone du canal. Israël doit quitter le Sinaï. Le retrait est une humiliation pour ces pays, comme l'est la déclaration des États-Unis qui proclame que le canal appartient à l'Égypte. Pour certains observateurs, le conflit qui entoure la cession du canal en 1956 semble sans raison, puisque le bail originel de 99 ans, accordé par Mohamed Saïd à Ferdinand de Lesseps, doit expirer en 1968. À ce moment-là, la propriété du canal reviendra de toute façon à l'Égypte. Plus d'un siècle a passé depuis que de Lesseps a débuté sa campagne pour la construction du canal. La statue qui est érigée en son honneur à Port Saïd est devenue pour beaucoup d'Égyptiens le symbole de la domination des puissances étrangères. Quelques mois après la reprise du canal par les Égyptiens, les nationalistes dynamitent la statue. Il a fallu un siècle, mais pour la première fois, l'Égypte est son propre maître. Nasser a son barrage d'Assouan et il n'a pas besoin des revenus du canal pour le subventionner. À la consternation des puissances occidentales, les soviets proposent de l'argent pour la construction. L'Égypte a le vent en poupe. En 10 ans, la monarchie a été renversée. Elle a réussi à négocier son indépendance, pris le contrôle du canal de Suez et commencé la construction d'un barrage qui va sans doute doubler sa production agricole. Ce pays, qui a été pendant des siècles sous domination étrangère, tient maintenant fermement les rênes de sa destinée. En 1966, plus de 20 000 bateaux passent chaque année par le canal. Ils transportent 242 millions de tonnes de marchandises et 40% des importations européennes de pétrole. Mais en 1967, la guerre éclate avec Israël. Le conflit ne dure que 6 jours. Mais Israël garde le contrôle de la péninsule du Sinaï le long du canal. Les Égyptiens coulent des bateaux dans le canal pour éviter qu'Israël n'y place ses navires de guerre. Le canal devient un no man's land et reste fermé pendant 8 ans. La perte est considérable pour l'Égypte. 2 milliards de dollars de taxes de passage s'envolent en fumée. Quand le canal a été ouvert en 1869, la section de la voie d'eau mesurait 300 mètres carrés. 80 ans plus tard, elle a été multipliée par 7. Quand il est nationalisé en 1956, il atteint 1200 mètres carrés. Les nouveaux propriétaires égyptiens l'ont agrandi à 1800 mètres carrés. Quand le canal réouvre en 1975, la taille des bateaux frigorifiques de haute mer ou des supertankers a considérablement augmenté. Il a donc connu une expansion constante, jusqu'à aujourd'hui, où il peut laisser passer 97% de la flotte commerciale moderne. Même quand il n'avait pas encore été élargi, le canal devait être dragué chaque jour pour lutter contre les apports de l'érosion et des vents du désert. Aujourd'hui, il passe moins de bateaux par le canal qu'il y a 30 ans, parce que les cargos sont beaucoup plus larges. Ferdinand de Lesseps voyait son projet comme une véritable entreprise internationale, ouverte aux navires battant tous les pavillons. Depuis la réouverture du canal, sa vision est redevenue réalité. L'Égypte possède et gère le canal, mais en un sens, il appartient au monde entier. Chaque matin, avant l'aube, des bateaux se pressent au nord et au sud du canal de Suez. Ils s'assemblent en convoi, car la voie d'eau ne permet de circuler que dans un seul sens. Mais il existe des voies de dérivation, un peu comme des bretelles d'autoroute. Nous avons 5 voies de dérivation le long du canal.
C'est pour ça que nous synchronisons l'entrée des convois au nord et au sud pour que le croisement puisse s'effectuer par le canal de dérivation. Nous avons toujours 2 convois qui viennent du nord et un qui vient du sud. À chaque bateau est affecté un Égyptien qui parle anglais pour les 15 heures que dure le passage. Ils sont guidés dans leur traversée par 4 pilotes. L'un prend en charge le bateau à partir de la mer, dans la zone d'attente à l'entrée du canal. C'est le road pilot. Ensuite, le canal pilot de l'entrée du canal jusqu'à Ismailia, ici, à la moitié du parcours. Ensuite, un autre canal pilot le conduit jusqu'à la sortie, où il est pris de nouveau en charge par un road pilot pour rejoindre la mer. Chaque navire qui passe par le canal de Suez est aiguillé depuis ce poste de contrôle situé au quartier général à Ismailia. En dessous du poste de contrôle se trouve le centre d'entraînement des pilotes et le simulateur de conduite. Tout pilote du canal fait un stage ici 3 fois par an. Ce simulateur est conçu pour répondre à toutes les situations, pour les officiers comme pour les pilotes. On peut s'entraîner au maniement du radar, à éviter une collision, à manœuvrer, à naviguer et à rencontrer tous les cas de figure possibles. En 1869, l'année où le canal de Suez ouvre, son architecte Ferdinand de Lesseps se marie pour la seconde fois. Il a 64 ans. Sa jeune femme va lui donner 11 enfants. 10 ans plus tard, il commence à travailler sur un nouveau projet, le canal de Panama. Mais il n'a plus la même résistance. D'autres vont achever ce qu'il a commencé. Il meurt en 1894, à l'âge de 89 ans. Aujourd'hui, le canal de Suez est enfin devenu ce qu'il avait espéré, une voie d'échange et de communication ouverte à tous. Il est dommage que malgré sa vision et ses efforts, son nom reste dans l'esprit des Égyptiens synonyme de colonialisme et d'exploitation d'un pays pauvre et de ses ressources naturelles. Il n'en reste pas moins que de Lesseps, malgré ses méthodes parfois discutables, était un visionnaire et qu'il a donné l'élan nécessaire au creusement du canal de Suez. Sans son énergie et sa détermination, ce projet aurait mis des décennies à voir le jour, ou peut-être même ne serait-il toujours pas né. Le canal de Suez reste aujourd'hui même une entreprise considérable car elle relie les hommes désintéressés, et je crois que la grande chose du canal de Suez, c'est précisément que c'est un lien entre les hommes. La statue de bronze de Ferdinand de Lesseps ne se dresse plus à l'entrée de Port Saïd, mais elle n'a jamais été détruite. Elle est rangée dans un bras de service à côté du port. Elle semble attendre que l'opinion change d'avis. Il est possible qu'un jour elle retrouve sa place sur son piédestal pour surveiller le cadeau que de Lesseps a fait au monde entier.